fondamentale vers un nouvel ensemble de processus et de structures. Mais ce qui est le concept, ce que j'aimerais surtout vous montrer, puis en principe, moi, ce graphique-là, c'est un genre de, probablement en haut, vous ne voyez pas grand-chose, mais c'est qu'il y a une série de mesures qu'on a commencé à identifier au niveau international, d'actions qui aident à renforcer la résilience écologique. Par exemple, réduire la perte d'habitat naturel, réduire la fragmentation, imiter les perturbations naturelles, minimiser la simplification des écosystèmes, maintenir les processus écologiques de rétablissement, ça c'est la régénération, maintenir les espèces clés, contrôler les espèces exotiques envahissantes. Somme toute, là, tous ces critères-là, en passant, là, sont très proches du principe derrière la notion d'aménagement écosystémique. D'ailleurs, dans un certain sens, on peut dire une stratégie d'aménagement écosystémique répond également à une stratégie pour renforcer la résilience écologique. Et la gestion pour la résilience, justement, cette base-là, peut se définir comme une méthode qui regroupe les approches qui visent à contrôler les facteurs sous-jacents à l'appauvrissement de la biodiversité et ainsi renforcer la résilience des écosystèmes. Et dernière chose, cette vision-là, ce concept-là, puis si le gouvernement du Québec était là, serait probablement, ou les représentants seraient contents que je le dise, cette vision-là a été adoptée par une nouvelle stratégie gouvernementale d'adaptation au changement climatique. La notion de renforcer la résilience écologique des écosystèmes du Québec fait partie maintenant des objectifs. Et dans cet objectif-là, le rôle des aires protégées est nommément identifié. Donc, je finis mon introduction. Donc, cette notion-là de gestion pour la résilience comme adaptation au changement climatique, le lien que ça avec l'aménagement écosystémique, ça correspond à une nouvelle tendance qu'on retrouve au niveau international comme moyen d'action au changement climatique. Et dans ce sens-là, on pourrait dire que l'effort qu'on a fait depuis une dizaine d'années de mettre en œuvre un aménagement écosystémique au Québec on est, comme je ne dirais pas en avance, mais on est proactif vis-à-vis cette nouvelle vision-là proposée par les organisations internationales. Nous, ce qu'on a été demandé, donc particulièrement à l'Université Laval, c'était, dans ce contexte-là, dans le projet d'Ouranos, d'accompagner le MDD-EFP dans un processus. À l'époque, c'était juste le MDD-EP. Maintenant, avec le petit F associé avec la FOND, nous ont demandé de les aider dans un processus d'adaptation du design du réseau d'aires protégées compte tenu de ces concepts-là. Et donc, plus particulièrement, le but de notre objectif, on l'a mis, c'est contribuer à la mise en œuvre du virage d'Aïchi au Québec, donc adapter la planification du système d'aires protégées au changement climatique en favorisant notamment une meilleure intégration des aires protégées à l'intérieur des paysages plus vastes afin d'améliorer la résilience des écosystèmes régionaux. En gros, ce que ça veut dire, c'est que la résilience, ça se conçoit à l'échelle au moins de grandes régions, puis on va le voir, mon avant-dernière diapositive, à l'échelle de continents, et associé à des concepts de connectivité. Et dans ce sens-là, c'est tout le système de design des aires protégées doit être modulé, modifié pour pouvoir aborder cette conservation-là à l'échelle éco-régionale. Le territoire qu'on a visé dans notre travail, c'était le territoire de la forêt publique exploitée. Un des constats qu'on avait proposé au MDD-EFP quand on a commencé ce projet-là, c'est ce qu'on a dit, dans la zone habitée, rurale, la notion de conservation est beaucoup associée à la notion de corridor. Quand on arrive dans la grande matrice forestière aménagée, la notion de corridor n'est pas un concept de conservation fonctionnelle. On est plus à l'approche de ce qu'on va appeler la gestion de la matrice. Parce que
On a le bénéfice d'avoir une grande matrice forestière semi-naturelle ou naturelle qui fait en sorte que les problèmes de fragmentation et dispersion ne sont pas du tout de la même nature que ce qu'on pourrait retrouver, exemple, ici dans la vallée du Saint-Laurent ou autour de la ville de Québec. Donc, ce que je veux vous proposer, c'est une approche pour cette zone-là, qui, par ailleurs, n'est pas la même chose que si on était dans le Grand Nord. Rapidement, l'approche méthodologique pour aborder l'adaptation au changement climatique. C'est un modèle qu'on a adapté de notre côté, mais que j'ai vu que d'autres personnes, d'autres chercheurs à l'université, dans le réseau universitaire québécois sont arrivés à la même conclusion, c'est que quand on parle d'adaptation, il faut qu'on pense en termes de système socio-écologique. Dans le sens qu'on a un écosystème, mais en même temps, on a un système de gestion. Et que l'adaptation doit se faire en considérant à la fois les problématiques écologiques, mais à la fois le cadre de gestion dans lequel on travaille, parce que c'est essentiellement les modes de gestion qu'on veut changer. Et ça change la nature du projet. Le projet est autant, je dirais, dans les sciences du management que dans les sciences écologiques. Et donc, l'adaptation, c'est beaucoup une approche de développement organisationnel, donc processus collectif de création au travers duquel les acteurs d'une collectivité évoluent ensemble, ce qui permet de cristalliser de nouvelles façons d'agir et de penser. Donc, importance de considérer la complexité des acteurs, leur subjectivité, leurs valeurs, puis importance d'impliquer les acteurs dans le processus d'adaptation du développement. Donc, un premier geste, c'était d'impliquer dès le départ le DDEFP, mais ce qui est surtout important, c'est l'approche de recherche-action qu'on a adoptée. La recherche-action, c'est une recherche qui implique un processus de construction avec les acteurs participants à l'expérimentation. Et c'est souvent la formule qu'on va appeler de projet pilote. Donc, donc on avait il va y avoir des formations de comité d'experts, de groupes de travail, table de concertation, comité de coordination. Ça, en passant, juste pour mettre en place les projets, ça nous a pris plus qu'un an et demi, juste pour gérer toutes les tensions, les susceptibilités des multiples organisations qui peuvent participer à un projet comme celui-là. 2 régions naturelles ont été identifiées. Dans un premier cas, c'était la région du sud de la Mauricie, ce qu'on écologiquement on appelle la dépression de la Tuque, et la péninsule de la Gaspésie ont été nos territoires pilotes. Quelques constats maintenant dans une recherche d'envergure. Je vais essayer dans les prochaines minutes de vous synthétiser quelques aspects. Grosso modo, si on sent d'une façon un peu simple et réducteur, mais quand même, si on avait identifié le grand problème de résilience qui menace le maintien ou le renforcement de la résilience, c'est l'inversion de la matrice de vieilles forêts constitue l'enjeu majeur qui altère la connectivité et la biodiversité dans les paysages forestiers. C'est l'échelle de l'altération, le rajeunissement de la forêt qui fait en sorte qu'il y a certaines espèces qui, pour se déplacer, ont besoin d'une matrice forestière qu'ils n'ont pas. Et le cas le plus classique qu'on est en train de vivre, c'est le cas du caribou forestier, où clairement le rajeunissement de la matrice forestière menace cette espèce-là. Donc, dans ce contexte-là, comme c'est la matrice que je vous expliquais tout à l'heure, une notion de noyau et de corridor n'est pas un modèle très efficace dans ce territoire-là. Tu sais, par exemple, mettons, ça c'est un parc quelconque, ben, le caribou, là, tu sais, pour se rendre là, on le voit, les caribous peuvent se déplacer dans des grandes groupes à blanc. C'est une notion de corridor, de dire, je vais garder un corridor pour le caribou pour qu'il se déplace là, pas très efficace. Ce qu'on a besoin, c'est la gestion là, de la grande matrice dedans et à l'extérieur. Ça, ici, c'est pour le parc de la Gaspésie, c'est
dans la zone jaune, c'est le territoire proche, on pourrait appeler ça la zone tampon, où clairement tout ce qui se passe là influence la faune dans le parc. Et c'est la matrice, dans ce contexte-là, c'est l'ensemble de l'état de cette matrice-là qui est importante. Ici, si on regarde l'eau, ben là, on voit que les bassins versants là, vont pas mal plus loin. Donc, en zone forestière, une adaptation du design des aires protégées, on parle de conservation de la matrice. On va voir le fait que le Québec ait adopté une approche d'aménagement écosystémique. C'est comme si on s'était déjà donné, on avait déjà fait le premier pas pour prendre l'approche de matrice. Donc, deuxième constat, et là je vais choquer probablement quelques-uns, en tout cas, ça va vous surprendre. Parce qu'on n'a pas été le seul groupe. Au Canada, il y a eu plusieurs groupes qui ont travaillé sur comment on devrait procéder en matière de conservation pour renforcer la résilience écologique dans un contexte de changement climatique. Le NEC plus ultra, qui est recommandé pour tout le monde, c'est qu'il faudra augmenter la dimension des aires protégées. Il faut favoriser la connectivité de la matrice aménagée et donc créer des zones tampons autour des aires protégées. Ça, c'est les recommandations internationales que vous allez pouvoir retrouver dans ce rapport-là de l'UICN. Mais le modèle vraiment qui est recommandé, c'est celui du grand écosystème fonctionnel et persistant. C'est-à-dire, dans un monde idéal, on voudrait qu'un territoire soit suffisamment grand pour maintenir l'ensemble des processus, des populations minimales de l'ensemble des espèces. Et que, même si on change autour de l'extérieur, cet écosystème-là va être persistant. C'est la notion qu'aux États-Unis, on appelait le Breaker Ecosystem, l'approche du grand écosystème, et qui a été développée initialement là, à Yellowstone. Vous voyez le grand parc de Yellowstone, ici, et vous voyez son grand écosystème. On ne parle pas de la même grandeur. Au Canada, quelle serait la dimension ciblée pour des aires protégées strictes pouvant servir de noyau de conservation persistant? On va dire, OK, c'est cool. Et voici le chiffre qui sort de quelques études, là, puis c'est un ordre de grandeur interprété avec une certaine, comment dire, c'est une estimation générale à ne pas prendre à la lettre, mais c'est quand même plus grand que 3000 km². Et dans certains cas, on va parler de plus grand que 10 000 km². Et c'est un chiffre qui a été approuvé par la Commission canadienne des aires écologiques. Donc, et pour le caribou forestier, je ne sais pas si vous êtes au courant, les grandes aires protégées que le Québec vise pour le caribou forestier, on va en faire 2 à 5 000 km, plus grand que 5 000 km². Donc, la création de grands écosystèmes protégés dans la forêt aménagée, on s'entend, faire une aire protégée dans un territoire de 3000 km² dans la forêt aménagée, c'est pas facile du tout. Ceci étant dit, le Québec vient de créer un parc national dans le proche de Baie-du-Son qui est rendu maintenant à 24 000 km². La Guillaume de l'Île, c'est celui-là, avec un nom inuit que j'ai de la misère à retenir. Mais donc, dans le Grand Nord, on fait ces grandes choses-là. Mais dans le Sud, c'est évident. Ça, en passant, c'est proche du territoire d'un futur parc national qu'on veut créer sur la Côte-Nord, le parc du lac Walker. On voit clairement, c'est un territoire dont il y a également une fonction de production ligneuse importante. Donc, dans le sud de la forêt publique, il est difficile de créer des aires protégées strictes de plus que 500 000 km² en raison des contraintes sociales et économiques. Vous pouvez voir, juste pour l'illustrer, vous pouvez voir un peu les types d'aires protégées en rouge, les nouvelles formes d'aires protégées qu'on a faites, puis vous voyez à peu près le type de dimension qu'on est capable de chercher. Clairement, ça, c'est le parc national de la rivière Témiscamingue des Monts-Tiches, où lui, il doit avoir 5000 km². Peut-être pas dans la meilleure forme possible, mais de grande dimension, mais c'est au nord de la limite de la forêt commerciale. OK. Donc, comment assurer une meilleure intégration des aires protégées à l'intérieur de paysages forestiers plus vastes?
On nous dit qu'on devrait faire 3000 km². On sait que des aires protégées strictes, des aires de biodiversité au parc national de l'ordre de 3000 km², on ne réussira pas à en faire ça dans le sud. C'est le plus grand dans le sud qu'on a réussi, puis c'est l'héritage du passé, c'est le Mont-Tremblant, qui a à peu près 1800 km². Alors, c'est la notion que je vais vous parler d'aires protégées multicatégories. C'est un vieux concept. Il faut savoir qu'il y a des aires protégées et des aires protégées. Il y a des aires protégées très strictes, comme des réserves écologiques. Pour pouvoir entrer, ça vous prend un permis et c'est réservé pour la recherche. De temps en temps, certaines formes d'éducation. Et vous pouvez avoir des aires protégées avec mise en valeur récréative et touristique comme les parcs nationaux, ou encore même des aires protégées où on permet de la chasse et même un maintien de la villégiature comme les réserves de biodiversité. C'est donc différents types de catégories. L'UICN, qui est une des grandes organisations internationales pour la conservation de la nature, recommande depuis déjà un temps d'adopter une démarche intégrée faisant appel à l'ensemble des catégories d'aires protégées. C'est-à-dire que plutôt que la possibilité de faire l'équivalent de nos grands parcs nationaux est limitée, puis c'est vrai à travers la planète. Et donc, l'UICN, depuis déjà plusieurs années, dit qu'il faut être imaginatif dans la notion de conservation. Et l'UICN, depuis déjà plusieurs années, depuis 30 ans, a une classification en 6 catégories. Pour simplifier, les 1, 2 et 3, qu'on pourrait appeler, il y a des aires protégées strictes, d'une façon simplifiée, où essentiellement, il n'y a pas d'activité d'exploitation de ressources de type commercial. Nos parcs nationaux au Canada sont de type 2. Mais il y a par ailleurs les aires protégées dites polyvalentes, en anglais Multiple Use Protected Areas, qui sont des territoires dans lesquels très souvent on va retrouver des formes d'utilisation du territoire qui peuvent être de nature commerciale. Ça peut être de l'agriculture, ça pourrait être de la foresterie. Donc, c'est des catégories 4 à 6. Catégories qui, en passant, sont très développées en Europe, particulièrement, à peu près pas ou très peu développées en Amérique du Nord. 2 traditions. Les aires protégées strictes, c'est la tradition nord-américaine d'aires protégées, avec le parc national comme étant le nec plus ultra. En Europe, que ce soit en Grande-Bretagne, en France, en Allemagne, ce type de parcs-là sont très difficiles à faire, sauf certains cœurs de conservation, et ils ont une approche plus polyvalente. Donc, la notion d'aire protégée multicatégorie, c'est plutôt que d'avoir une grande aire protégée stricte, de faire une combinaison de noyaux de conservation protégés strictement avec l'équivalent de zones tampons autour. C'est pas un concept si nouveau que ça, dans le sens, si vous étiez en océanographie, c'est un concept avec lequel vous seriez très familier, parce que lorsqu'on parle de parc marin, l'approche multicatégorie est la norme. Ça, c'est par exemple celui de la Grande Barrière en Australie, et on voit que cette aire protégée de la Grande Barrière est vraiment un mixte de catégorie 2, 4, 6, là, dans un mélange, mais géré dans un ensemble cohérent. Dans un certain sens, on pourrait appeler ça, c'est une forme de zonage de conservation. Mais dans leur cas, c'est des catégories légales qui impliquent des niveaux de protection différents. Là encore, ce qu'on présente là n'est pas un concept très nouveau. 1970, Man and Biosphere, l'UNESCO propose le concept de réserve mondiale de la biodiversité, qui en passant, on a un dans Charlevoix, où on s'entend que le concept, tel qu'il est présenté là, c'est jamais très bien cristallisé en Amérique du Nord. Mais le concept était simple. On devrait avoir
une aire centrale de conservation stricte, avec une notion de zone tampon ou d'aire de collaboration avec des mesures plus protégées qui sont dans une matrice aménagée. Donc, cette forme de multizonage-là, il n'est pas nouveau. Ce qui est peut-être reculé, ce qu'on propose dans le projet, c'est que au Québec, la notion de zone tampon n'a jamais réussi à passer la rampe. Il n'y a jamais eu, malgré les propositions, malgré le fait qu'on a des réserves mondiales de la biosphère, de dire qu'on a un noyau, puis autour on a un territoire environnant qui serait géré de façon différente. Clairement, ça n'a jamais réussi à passer la rampe, ça n'existe pas. La conclusion qu'on arrive, c'est qu'on dit il faut, si on veut en faire, il faut l'institutionnaliser, il faut lui donner un statut légal, parce qu'en termes, avec des instruments purement de gestion, les gestionnaires n'ont pas tendance à le faire. T'sais, le MRN, ça ne lui tente pas en lui-même de faire une zone tampon autour des parcs nationaux du Québec. Si on veut le faire, il faut inventer un nouveau statut. Et l'idée, l'opportunité qui est arrivée, c'est que la création d'aires protégées pourrait se faire à partir de complexes parcs nationaux et réserves fauniques. Parce qu'on a quelque chose qui pourrait ressembler à une aire protégée polyvalente, qui à une époque se faisait d'ailleurs appeler parc dans les années 70, mais qui ne sont pas des vraies aires protégées, mais qui, dans un certain sens, chez la plupart des gens, pensent que c'est des aires protégées, et ce sont les réserves fauniques. Les aires fauniques qui ont notamment une vocation de conservation de la faune. Et qui, à l'époque, on appelait ça le parc de la Vérandrie, le parc de Matane, le parc de Mastigouche, mais qui n'ont jamais été des vrais parcs. Et la question, on disait, c'est est-ce que les réserves fauniques pourraient devenir, ou certaines réserves pourraient devenir des aires protégées polyvalentes? Et il y a plusieurs de ces réserves-là qui se retrouvent justement aux alentours de parcs nationaux ou d'aires de conservation stricte qui auraient besoin de zones tampons. Et pour vous montrer le réseau, bien, vous pouvez, ici, on a le réseau des parcs nationaux en vert. Alors, on voit les réserves fauniques qui ont le grand intérêt d'être situées dans le sud du Québec. Alors, donc, l'aire protégée multicatégorie, ça se voudrait une synergie possible entre l'aménagement écosystémique du MRN et la pérennité de la conservation propre aux aires protégées du MDDEFP. Ce qui a été spécial dans le projet, il existe d'ailleurs un comité MRN, MDDEFP, CEPAC, et dans lequel l'Université Laval, on est un peu en appui au comité de coordination, d'essayer d'explorer ce type d'aires protégées qui serait également une façon pour le MRN d'appliquer l'aménagement écosystémique. Mais on s'entend bien, l'aménagement écosystémique, nos objectifs sont souvent, si on veut les faire partout, les objectifs sont souvent vers le bas. Par exemple, quand on prend les vieilles forêts, c'est clair que les objectifs pour des raisons économiques et sociales, les objectifs de vieilles forêts, on a mis des objectifs généraux relativement bas. Ça serait intéressant, en termes de biodiversité et d'application du principe, qu'on puisse avoir peut-être des territoires où on est capable d'avoir des cibles d'écosystémiques plus importants, donc qui répondraient à cette vision-là de l'aménagement écosystémique, d'une part, mais qui en même temps, on permettrait une activité d'exploitation des ressources, dont la foresterie. Et donc, un peu, si je reprends la figure, c'est que plutôt que d'avoir un peu, mettre nos zones un peu de meilleure qualité dans le territoire, serait de peut-être pouvoir les mettre dans des secteurs pour créer ces grandes zones de conservation persistantes. Donc, le mariage entre la stratégie écosystémique du MRN et la stratégie de protection du MDDEFP. Mais pour ça, ça implique de concevoir un nouveau type d'aire protégée pour la forêt québécoise, qu'on a appelé l'aire protégée polyvalente pour l'instant.
Qui ferait partie, puis en passant, au début, on les appelait des aires protégées de catégorie 6, mais suivant les règles internationales, c'est pas tout à fait ça, mais c'est plus que des paysages humanisés de catégorie 5. Donc, dans un sens, on est arrivé à la conclusion qu'on est en train de concevoir une forme d'aire protégée dont il n'y a pas vraiment d'équivalent actuellement dans d'autres pays. C'est plus naturel que les parcs naturels régionaux européens, mais ça serait probablement moins naturel que dans des zones de forêt tropicales amazoniennes où on permet tout simplement une certaine récolte de caoutchouc et de noix. Un des problèmes qu'on a eu au Québec, c'est que s'il y a de nombreux exemples de protégés polyvalentes pour les milieux ruraux, comme ça, c'est des parcs nationaux en Grande-Bretagne, il n'y a pas beaucoup d'exemples d'aires protégées polyvalentes conçues pour les milieux forestiers semi-naturels. En fait, il y en a un, mais qui est, je ne dirais pas un contre-exemple, mais qui est, comment dire, il est par défaut, c'est le parc Algonquin en Ontario. Ceux qui connaissent le parc Algonquin en Ontario, c'est un parc de 2000 km², un vieux parc, un peu comme le Mont-Tremblant, mais où il y a à peu près 40% maintenant du parc qui a une exploitation forestière, qui est d'ailleurs la source d'alimentation de bois de sciage de haute qualité pour toute l'Ontario. Pin blanc et bouleau jaune notamment. D'ailleurs, c'est la raison pourquoi ils n'ont jamais transformé en parc national. C'est parce que toutes les petites communautés autour là, qui vivent du sciage seraient morts. Mais dans la perception générale, c'est vu, ça s'est fait par défaut. C'est un parc fait à la fin du 9e siècle, dans lequel on n'a pas réussi à le transformer comme un parc national strict, puis où les gens le voient comme, ben, c'est un compromis, plutôt qu'un territoire qui a un vrai objectif en lui-même. Donc, l'élément vraiment de l'aire protégée polyvalente, c'est créer ce genre de concept de grand écosystème multicatégorie. Ce qu'on est en train de faire actuellement, c'est justement d'identifier dans nos projets pilotes, notamment ces temps-ci, on travaille beaucoup dans les aires de Matane, pour définir quels sont les écarts entre la forêt naturelle et la forêt aménagée. Écarts dans lesquels on juge qu'on devrait peut-être aller au-delà des cibles minimalistes qu'on s'est données dans la stratégie d'aménagement durable. Puis quels seraient les degrés qui seraient acceptables dans ce tel contexte? Pour le faire, on est basé beaucoup sur une notion de comité d'experts. Comité d'experts dans lequel il y a toute une série d'autres comités, ça bouge énormément. Ce soir, on va parler du nouveau régime. Puis, il y a les comités de cibles écosystémiques du bassin de la Commission régionale, il y a des bancs d'essai du MRN sur la répartition des coupes, il y a un groupe de réflexion sur les plantations, le comité de rétablissement du caribou. Alors, avec tout ça, en plus des parties prenantes, où sont les besoins? Qu'est-ce qu'il faudrait qu'on fasse dans Matane pour que dans les yeux des gens, ça équivaut quand même à un concept à protéger, mais polyvalent pour avoir une exploitation des ressources? Donc, où est-ce qu'on en est rendu? Je conclue avec ça, les retombées. Donc, le MDDEFP reconnaît que maintenant, dans la zone forestière, on ne parlera probablement pas de concept de corridor, mais on va parler d'une vision en termes de grand écosystème quand on va parler de conservation. Par ailleurs, ils ont retenu officiellement une notion d'approche multicatégorie. C'est-à-dire, et d'où justement l'objectif gouvernemental d'explorer des nouvelles formes de protéger. Ceci étant dit, c'est clair que les aires protégées polyvalentes vont venir après la création du réseau représentatif d'aires protégées strictes. Pas le temps d'en parler, mais un mot quand même. Une des grandes préoccupations, que ce soit du MDDEFP ou du mouvement de conservation, c'est que l'aire protégée polyvalente vienne en remplacement d'un réseau d'aires protégées strictes. Ça, cette porte-là, elle est fermée. L'évolution d'ailleurs politique des aires protégées, quand ce concept-là va être prêt à implanter d'ici peut-être encore quelques années,
ben, le réseau d'aires protégées strict, avec l'objectif que le gouvernement s'est donné, devrait avoir été complété. Donc, la possibilité de confusion, on va l'éviter dû au non-synchronisme des deux processus. Et là, actuellement, là, les trois structures collaborent à la mise en œuvre. Ceci étant dit, l'aire protégée polyvalente, on commence avec des projets pilotes de travailler avec les réserves fauniques. Ceci dit, ce n'est pas un concept qui nécessairement ne se limiterait qu'aux réserves fauniques. Entre autres, les Autochtones, puis le Québec, il y a des groupes, les Inuits travaillent à développer leur propre forme d'aire protégée et possiblement des formes d'aire protégée polyvalentes, autres ou ailleurs que dans les réserves, pourraient également être conçues au cours des années. Donc, et ce qui est intéressant, c'est que cette approche-là est vraiment mise dans une vision de renforcer la résilience. Et quand on parle de renforcer la résilience, les aires protégées, puis ces structures-là viennent aider l'ensemble de l'écosystème, également l'écosystème aménagé. Et là, encore là, je pourrais vous parler de la complémentarité. C'est vu comme une approche qui ne se veut pas en conflit avec, par exemple, une exploitation de la forêt, mais en complémentarité comme système pour favoriser cette résilience écologique qu'on va avoir besoin pour maintenir nos écosystèmes forestiers fonctionnels. Et actuellement, ben, les résultats des analyses... OK, j'aurais dû enlever ce bout-là, ça c'était pour une autre conférence. Parce que là également, toute l'approche qu'on a développée, c'est comment analyser la vulnérabilité des écosystèmes en fonction des changements climatiques pour prioriser le territoire. Pour conclure, les projets pilotes, en principe, le rapport de recommandation au gouvernement devrait sortir d'ici la fin 2014, semble-t-il. Soyons réalistes, probablement début 2015. Donc, les deux projets du côté de Matane et de Mastigouche vont bien. Les réactions au début sont relativement positives. Vous avez peut-être vu dernièrement certains industriels du côté du Bas-Saint-Laurent où ce concept-là les effraie dans le sens de « ouais, vous venez de demander des aires protégées strictes et vous en commencez encore à nous en redemander ». Donc, il y a des préoccupations légitimes encore du milieu sur les impacts. Par ailleurs, il y a une autre réflexion qui s'appelle la planification écologique. Je ne sais pas si vous avez vu ça passer. La loi pour le changement de gouvernement a fait en sorte que la loi a tombé, mais le MDDEFP est en réflexion avec la notion de planification écologique. Et cette notion de planification écologique va être probablement le cadre dans lequel ce genre de principe-là de gestion pour renforcer la résilience, conservation à l'échelle éco-régionale va se faire. Merci. Merci, Louis. Alors, cette présentation a certainement fait germer des questions dans vos esprits. À vous. Oui. Dans le fond, il me semble qu'on parlait... il y a quelque chose de nouveau, là. Il y a des petits microphones pour que tout le monde puisse bénéficier de vos questions. Vous pouvez utiliser le microphone en vous identifiant. Oui, Joachim, en 4e année en aménagement. Ma question, c'était... On parlait d'à peu près de 2 degrés d'augmentation à long terme. Il me semble qu'on avait vu que... tous les écosystèmes étaient censés monter vers le nord à peu près de 100 km. En quoi une aire protégée de 2 à 10 000 km², ça suffirait à... Est-ce que c'est pas un peu trop petit justement pour un déplacement de 100 km, vu que ça fait 100 km à 100 km? Je vais le montrer. OK. C'est clair qu'au-delà la notion d'aire protégée persistante, qui a, mettons, une échelle de l'ordre de plusieurs milliers de kilomètres carrés,
Ça, c'était vu dans un contexte où il y aurait une probabilité de maintenir les espèces en place malgré une altération importante de ce qui se passe autour. C'est une force qu'on pourrait appeler de résistance au changement climatique. Clairement, cependant, quand les changements climatiques arrivent à un niveau tel que ça dépasse les capacités de résistance et l'écosystème change, bien là, nécessairement, c'est pas assez grand et ça n'assure pas la connectivité. D'où ces notions-là qu'on peut voir de connectivité continentale qui vont également assurer des liens à l'échelle du Québec. Puis, juste en passant, là, probablement le noyau, le noyau important pour le Québec, là, c'est comment la biodiversité du Sud va venir au Nord, avec la frontière que fait le fleuve, avec les autoroutes, avec Montréal et compagnie, et le passage qu'on dit, comment on l'appelle, le lien Frontenac, ou le Frontenac, dans le coin des Mille-Îles, il y a un nom pour ce territoire-là. Probablement, la biodiversité des États-Unis et le Québec se fait du côté des Mille-Îles, puis de Kingston, puis c'est là que probablement la plupart de ces espèces-là vont pouvoir faire ce passage. Donc, ça aussi, ça fait partie d'une approche éco-régionale. Alors donc, il y a une combinaison de ces deux éléments-là. Actuellement, un groupe qui travaille beaucoup sur ces notions de connectivité continentale, c'est Conservation de la Nature Canada, avec le projet One Forest, Two Nations, où effectivement on va l'aborder. Alors, cependant, ce qu'on dit pour l'écosystème forestier québécois, d'avoir des zones avec un niveau de conservation qui assure une certaine persistance et une bonne résistance, ben on dit que c'est, pour le faire, ce qu'on recommande, c'est des niveaux de naturalité élevés dans des noyaux plus particulièrement, puis idéalement là où les perturbations naturelles peuvent encore jouer, que ce soit le feu ou les épidémies de tordeuses ou autre. D'autres questions? Oui, Vanessa? Dans le fond, j'aurais comme deux questions, si on veut. Tu parles d'aires protégées multicatégories. Dans le cas du caribou forestier, par exemple, comment ça va s'articuler? Et puis, justement, bizarrement, en ce moment, on voit plein de personnalités politiques qui viennent appuyer les communautés en disant protéger le caribou, c'est bien, mais les sociétés, les communautés, c'est mieux. Est-ce que ça va pas être un gros frein à la mise en place de ces aires protégées-là? C'est une question existentielle pour le Québec actuellement, une excellente question. Le Québec, ce que le comité de rétablissement du caribou forestier a recommandé au Québec, c'est en termes d'aires protégées, le noyau de base, c'est de créer si possible deux grandes aires protégées de l'ordre de plus grand que 5000 km². Seulement, il y a deux projets qui sont ciblés, la Broadback et en Abitibi, et la région des Montagnes Blanches au nord du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Ça, c'est... Ce qu'on se dit, c'est que si le Québec est sérieux pour le caribou forestier, puis s'il ne fait pas ça, c'est qu'il n'est pas sérieux, là. Et ça, on le sait parce que partout au Canada où il n'y a pas eu des noyaux de conservation de l'ordre de 5000 km², ben, il n'y en a plus de caribou forestier après 20 à 30 ans. Est-ce que dans ce contexte-là, une aire protégée multicatégorie, par ailleurs, à ces deux-là, pourrait jouer ailleurs au Québec? Possiblement parce que ce qu'on a établi au Québec, c'est une notion que, ben, pas pour le Québec, pour le Canada, pour le caribou forestier, c'est qu'il y a un seuil d'à peu près 35% de taux de perturbation. Une perturbation étant un peuplement de 50 ans et moins. Que le caribou se maintient dans ce type d'écosystème. Donc, ça veut dire qu'il y aura un taux de coupe qui pourrait se faire, c'est compatible avec le caribou.
C'est quand on inverse la matrice et que là, on change la communauté de mammifères, qu'on amène l'orignal, qu'on amène l'ours, qu'on amène le loup. C'est là que le caribou disparaît. Et avec ce seuil-là. Donc, on pourrait possiblement le faire. Je dirais qu'actuellement, le gros débat, c'est les 2 grandes aires protégées strictes. Là, ça, c'en est un. Mais comment on appliquerait le seuil de 35% ailleurs, ben ça, c'est le deuxième débat. Donc, puis, on est en plein dedans. Le Québec, il y a des choix de société. Clairement, on a hérité de 30 ans de forte exploitation dans cet écosystème-là en plus. Donc, le virage n'est pas possible, et n'est pas facile. Est-ce qu'on va réussir à protéger le caribou forestier partout? Est-ce qu'on décide explicitement de ne pas le protéger partout? On est là. Vous allez vivre ça dans les 2 prochaines années. Pas d'autres questions? Encore un petit peu de temps. Approchez-vous au micro. Oh, c'est Alex qu'on voit. Petite question de maître à élève ou d'élève? Non, même pas. Et Louis. C'est Alex. Je te pose tout le temps la même question par rapport à cette présentation-là. Je ne sais pas si ça a évolué depuis un an. Là. Ouais. Mais tu l'as dit là, que c'est l'occasion de mettre l'aménagement écosystémique un vrai peut-être au Québec. C'est quoi la différence? Qu'est-ce qu'il va y avoir comme grande différence dans les aires protégées polyvalentes par rapport à l'aménagement écosystémique à la grandeur du Québec? Est-ce que ça va avoir un lien avec les groupes de production prioritaires, les notions de naturalité? Comment ça s'enligne? Bien là, on est en mesure de donner plus de réponses concrètes parce qu'on est rendu là à Matane. Là. Clairement, les cibles de vieilles forêts vont changer. Vous savez que le cible actuellement de la SEDF, c'est de l'ordre du 1/3 de la moyenne de la forêt naturelle. FSC, eux, disent que c'est au moins 50% de la cible de la forêt naturelle. Dans une aire protégée polyvalente, ben, il faudrait que ça soit plus grand que 50 puis s'approcher plus proche de 75. Donc, déjà, en faisant cette cible-là, ça a des impacts sur la possibilité. Clairement, ça implique un investissement plus grand dans une stratégie de restauration, probablement plus de coupes partielles pour accélérer cette restauration-là. Clairement, ça remet en question nos pratiques classiques de reboisement. Ça ne veut pas dire qu'on ne ferait pas de reboisement, mais il faudrait certainement les gérer sous forme d'enrichissement avec des objectifs plus explicites de biodiversité. Donc, on a identifié une série de pratiques qui mériteraient d'être améliorées, mais qui rentrent dans le cas, puis on s'entend Matane, et plus. Mastigouche, en passant, là, où, il y a une complémentarité entre la protégée et la sylviculture, parce que la conclusion, c'est qu'il y a une restauration d'écosystèmes feuillus dégradés à faire, puis cette restauration-là implique implicitement la recréation de valeurs forestières intéressantes pour l'économie. Donc, dans Mastigouche, l'impact, ce qu'on dit, il faudrait investir pour la restauration, puis l'investissement sylvicole ou l'investissement écologique devient exactement la même chose. Matane, c'est plus tough parce qu'il y aurait, si on le faisait, des impacts à possibilité. Dans une phase. Donc, mais globalement, la différence avec les deux, que ce soit l'écosystémique ailleurs ou à l'intérieur d'une aire protégée, ça reste l'écosystémique. C'est la nature des cibles qui change. Ouais. Alison. Lui, on sait que les places comme Yukon, Yellowstone, c'est pas si vieux que ça, l'effort. Et à d'autres exemples, est-ce qu'il y a assez d'évidence maintenant que ces efforts qui a vraiment une fonctionnalité pour les grands corridors à l'échelle continentale, est-ce qu'il y a de l'évidence encore et sinon, qu'est-ce qu'on fait? C'est plus complexe que ça. Jean Marchal fait son doctorat là-dessus et là on regarde justement comment la venue d'espèces plus au nord, puis tu sais souvent là c'est la saut de grenouille, là, ils font tout d'un coup des sauts. C'est probablement plus complexe que ça. Cependant, ce qu'on sait, c'est l'effet barrière.
C'est-à-dire, comment on favorise la connectivité ou comment on se déplace. C'est clair qu'aux États-Unis, on parle plus de percolation et de pénétrabilité que de corridor en tant que tel. Cependant, dans le cas, par exemple, du fleuve Saint-Laurent, là, c'est l'effet barrière. Puis là, les barrières sont aussi très bien, là, que, tu sais, on vient de faire la 175, là, puis le caribou forestier, là, avec et l'autoroute et les clôtures, ben là, on vient de créer une barrière pour le caribou de Charlevoix. Et ça, essayer de minimiser l'effet de barrière, les mesures sont inefficaces. C'est d'ailleurs devenu une c'est devenu dans les normes en Europe là, de créer des barrières soit souterraines, soit des ponts qui traversent, puis quelle est l'efficacité pour maintenir une connectivité biologique. Ça commence à se faire. C'est clair que la connectivité d'espèces comme les mousses, les insectes et autres, on change d'échelle et la notion d'efficacité dans la dispersion, je pense que tu le disais ce matin, on est en pleine recherche, c'est des processus qu'on connaît peu, qu'on ne connaît pas suffisamment. Comment qu'on s'assure qu'ils vont pouvoir se disperser, c'est pas tout à fait clair. Mais la recherche, cependant, la dernière chose, mais la notion par ailleurs de corridor, lui, il y a énormément de débats. Pour ça qu'on commence à essayer de sortir un peu d'une notion simpliste de corridor. Enfin, corridor vert, ils vont tous passer par ça, là. Ceux qui ont vu, où est-ce qu'il y avait le L'Orignal, dans quel stationnement, le centre d'achat dernièrement, là? On sait que c'est un peu plus complexe, puis il y a une question de probabilité. Donc, de dire je fais des points verts puis je mets des corridors, ça comme concept, on commence un peu à abandonner pour avoir un effet plus là, de multi-corridor ou multi-matriciel. La recherche des gens de McGill, entre autres, sont en train de travailler énormément là-dessus. Là. On est en pleine recherche pour avoir des mesures efficaces. Pour la forêt commerciale, ce qu'on dit, c'est ce qu'on veut, là, c'est que les espèces puissent utiliser à peu près l'ensemble de la matrice forestière. Bien entendu, il va y avoir des coins, il va y avoir des coupes, mais qu'ils puissent à peu près circuler partout. C'est ça ce qu'on recherche. Puis c'est un des objectifs écosystémiques. J'ai peut-être une petite question en politique publique. Tu nous as lancé, c'était pas écrit nulle part, là, mais tu l'as verbalisé, de dire, vous savez, avec le nouveau régime forestier, l'engagement envers l'aménagement écosystémique fait qu'on s'engage aussi en faveur de la stratégie de la matrice. C'est quoi les éléments qui t'amènent à penser que les autorités qui disent oui, on va faire de l'aménagement écosystémique sur une grande partie du territoire en termes d'aménagement forestier, et oui, on adhère, allez, là je vais te citer au texte, là, on adhère à cette stratégie de gestion de la matrice. Oui. C'est parce que c'est dans la définition d'écosystémique qui dit qu'on va réduire l'aménagement écosystémique, c'est diminuer l'écart entre la forêt aménagée et la forêt naturelle. Et la forêt naturelle était une grande matrice en soi. OK, donc là, c'est la sémantique, mais dans le comportement des acteurs, est-ce que vraiment les acteurs te suivent dans cette... Bien, ils n'ont même pas, dans un certain sens, ils n'ont pas, tu sais, on va revenir, on a commencé à couvrir ça dans ce qu'on appelait la stratégie de répartition des coupes. Déjà, dans la forêt de Pessière-Noire, la notion de COS, compartiment d'organisation spatiale, la gestion de maintenir des massifs, c'est acquis. Puis là, les projets de répartition des coupes dans la sapinière à bouleau jaune, sapinière à bouleau blanc, ces notions-là de différents types de massifs et de dispersion sont implicites dans l'approche. Puis dans le cas de la forêt feuillue, bien, comme déjà on est en coupe partielle, ben, la connectivité se fait. Donc, dans un sens, nos stratégies, la façon que le MRN conçoit la gestion, la répartition des coupes dans l'espace, intègre implicitement une gestion de la matrice, puis le type de matrice, puis de paysage qu'on veut créer. Merci de la question, ça me permet de le verbaliser plus structuré que je n'ai jamais osé prétendre que tu n'étais pas structuré. Alors,
Oui, merci beaucoup pour cette belle présentation.